l'écroulement de l'horizon révolutionnaire, comme on dit, l'effacement, le changement historique et philosophique actuel le plus important, et qui peut-être est moins sensible médiatiquement, mais qui me semble fondamental pour comprendre ce qui se passe, et qui explique la vague animaliste, me semble être le suivant. Dans l'étude de l'homme, nous avons, comme on dit, changé de paradigme. Nous sommes passés d'un paradigme qui a été dominant au XXe siècle, et particulièrement en France, mais pas seulement, qu'on peut appeler de façon très rapide le paradigme des sciences humaines, dont on dit que l'apogée a été dans les années 60 ou 70 en France, à un paradigme biologique et plus généralement naturaliste. Les sciences humaines, appelons ça comme ça, étaient fondées sur l'idée que l'homme avait une spécificité qui l'opposait au reste de la nature. Une spécificité d'objet qui permettait de justifier la spécificité des méthodes et des concepts de ces sciences. Ainsi, l'histoire, les historiens vous disaient, l'histoire humaine est fondée sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'évolution naturelle. La nature évolue, mais l'homme seul, les sociétés humaines, ont une histoire. La psychanalyse était fondée sur la spécificité humaine, de l'inconscient, du symbolique, etc. Les sciences sociales, sur l'opposition de l'instinct des institutions, ou l'anthropologie culturelle sur l'opposition nature-culture. Et l'homme, on passait au niveau des règles qui étaient du domaine de la culture par opposition au comportement naturel. La linguistique sur l'opposition langage humain, communication animale. Donc, selon le postulat épistémologique fondateur de ces sciences, l'homme était opposé au reste de la nature, en particulier animale. Sinon, pas de sciences humaines. L'actuel paradigme dominant qui s'impose est au contraire naturaliste, y compris pour l'étude des phénomènes humains. C'est la conjonction d'une réinterprétation de l'évolutionnisme néo-darwinien, de neurosciences, des sciences cognitives et de leur dépendance. Il tend évidemment à nier toute spécificité humaine pour des raisons exactement symétriques aux précédentes. Il s'agit cette fois de justifier des théories, des méthodes, des concepts eux-mêmes naturalisés dans l'étude des êtres naturels, dont font partie les hommes au même titre que alors les singes, évidemment, ou toutes les autres animaux. Alors, aux oppositions de jadis, homme-animal, nature-culture, qui étaient faites pour penser l'homme, c'est substituer une vision unitaire du monde naturel dans lequel l'homme n'est forcément qu'un élément. On proclame, et il y a des livres qui se publient tous les jours qui portent même ce titre, la fin de la spécificité humaine, la fin du propre de l'homme. On affirme que c'est par exemple la 4e humiliation après les 3 premières, l'homme est à présent, et il suffit d'ouvrir la moitié ou les 3/4 des livres qui se publient, que ce soit de la part de biologistes à qui on demande de vulgarisation, ou que ce soit de la part de philosophes qui sentent tourner le vent. Voilà. Tous les jours se publie, on vient même on parlait hier avec Jean-Pierre Ligard, de donner un prix de la recherche universitaire, une thèse qui fait rire, bon, enfin bref, sur le fait que tout ce qu'on proclamait naguère comme propre de l'homme, la vie politique, la culture, le langage, l'art, le symbolique, les règles morales, etc., c'est déjà chez l'animal. Alors, vous demandez chez la puce, non, l'animal. Bon, alors, l'homme et l'animal, n'est-ce pas, ne sont-ils pas l'un et l'autre le fruit de la sélection naturelle? N'ont-ils pas en commun un cerveau, un génome? Rendez-vous compte, Madame Michu, l'homme n'a que 1% de différence génétique avec les chimpanzés, ils l'ont dit à la télé. Bon. Et 20% avec la souris. Si, je vous assure, ils l'ont dit. Bon. Alors, il y a un article, si vous regardez le dernier numéro de Critique, il y a un article d'Alain Prochance absolument magnifique qui s'appelle Ce singe n'est pas mon frère, dans lequel il montre que l'utilisation, alors c'est pas n'importe qui, un Prochance, un des plus grands biologistes français, que ce genre de phrase est complètement absurde. C'est de la pure idéologie animaliste. Alors,
Les deux modèles, celui des sciences humaines et celui des neurosciences contemporaines, ont besoin de l'animal, mais évidemment pas dans le même sens. Les sciences humaines, pour l'opposer à l'homme, et on a l'homme et l'animal, le nouveau paradigme naturaliste pour y réduire l'homme. L'homme n'est qu'un animal. Bon, ça fonctionne comme ça. Alors évidemment, il serait complètement absurde que vous perdiez votre temps à plaider toute une soirée pour l'une ou l'autre cause. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Il est absurde de demander si l'homme est un animal ou s'il ne l'est pas. Autant se demander qui a raison de la psychanalyse ou de la biologie, qui a raison de la paléoanthropologie ou de l'anthropologie culturelle. Si vous entreprenez de faire de l'ethnologie, vous devez forcément vous donner un concept d'homme et un concept de l'animal par lesquels les cultures humaines s'opposent aux cultures animales. Mais rien n'empêche que vous mettiez à faire de l'éthologie, c'est-à-dire à étudier le comportement des êtres vivants, en particulier des animaux dans leur milieu naturel, et que vous expliquiez les conduites de tous les êtres naturels, y compris, si vous voulez, celles des hommes, par leur rapport à leur milieu naturel. Et vous serez bien obligé de postuler comme ça que l'homme est un animal comme les autres. Vous n'aurez rien dit par là, mais vous aurez un postulat nécessaire à ce que vous puissiez faire de cette science ou de ce domaine. Aucune leçon relativiste n'est à tirer de là, mais une utilisation pernicieuse peut en être faite, une utilisation idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le dire de façon un peu cuistre, ça veut dire que les concepts, y compris celui d'animal, ne peuvent pas traverser indemnes les disciplines et les paradigmes scientifiques. Pourquoi? Parce que c'est ces paradigmes scientifiques qui les forgent à chaque fois. Alors, par exemple, pour donner quelques exemples, il est évidemment naïf de prétendre que le langage n'est pas le propre de l'homme ou qu'il y a de l'art chez les animaux. Mais il serait tout aussi naïf de prétendre le contraire. Il y a forcément un concept de langage qui englobe toutes les formes de communication animale, la danse des abeilles, les formes de cris des oiseaux ou les formes d'avertissement, de codes de signaux que se donnent les chimpanzés. Mais il y a forcément un autre concept de langage qui englobe seulement le langage humain, structure syntaxique, double articulation, je n'ai pas le temps de développer ces points, pouvoir de création indéfini, à tel point que seul le langage humain a cette particularité de faire en sorte que vous êtes en train de comprendre la phrase que je suis en train de dire, alors que vous ne l'avez jamais entendue, ni jamais entendu personne ne dire cette phrase. Bon, ça, que je sache, aucun animal ne peut avoir accès à l'indéfini ou à l'infini. Mais peu importe, vous devez vous donner un concept d'art ou un concept de culture, puisque maintenant on parle des cultures animales, ou pour la vie sociale. Hein. Vous pouvez vous donner un concept. C'est ça qui nous a fait rire hier, quand j'ai vu, c'était dans Le Monde du 15 octobre, qu'on a donné un prix de la recherche universitaire à un jeune éthologue, parce qu'il avait démontré que je ne sais quelle peuplade de chimpanzés, c'est ça, de chimpanzés, connaissait la démocratie. Ah, c'est extraordinaire, parce que moi, je ne sais pas bien définir la démocratie dans le cas des hommes, et c'est quelque chose d'extrêmement rare, une forme de gouvernement politique dont les historiens, les politistes essayent de comprendre les ressorts et comment ça fonctionne et le type de procédure et pourquoi en général les peuples n'ont pas inventé quelque chose comme ça. Mais oui, mais tous les macaques l'ont inventé, c'est pas difficile, hein, puisque le type a montré que cette peuplade de chimpanzés, alors quand il y en a une partie dans la communauté qui veut aller qui a faim, qui veut aller manger, et puis une autre partie qui a soif et qui veut le boire. Alors, elle regarde du côté où il y a le plus nombreux, et puis alors, s'il y en a plus qui veulent aller manger, ils vont tous manger ensemble. Bon. Alors, le type dit, il vote. Il vote. Et il conclut, sans rire, que
les chimpanzés ont inventé la démocratie, pas moins que la démocratie. Moi, je croyais que les Grecs, et encore, on disait, attention, les femmes ne votaient pas, les esclaves non plus, etc. Donc, les Grecs, pas vraiment. Non, mieux, les chimpanzés.